Alors, bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un texte assez costaud, hein, Histoire de la magie d'Eliphas Lévy. Ah oui, un monument. Publié au milieu du 19e siècle, ça a marqué son époque. Exactement. Et notre objectif, c'est d'essayer de décortiquer sa vision. Il parle de la magie comme d'une science absolue. C'est ambitieux, non? Très ambitieux. Il veut montrer ses liens avec la science, la religion, et retracer une sorte d'histoire secrète, des mystères anciens jusqu'à son temps. On va donc explorer sa définition de la magie, ce concept clé de lumière astrale, la différence qu'il fait entre haute magie et sorcellerie, et puis cette idée de synthèse universelle. Prêt? Allons-y. Bon, alors, premier point. Pour Lévy, la magie, c'est pas du tout de la superstition ou des tours de passe-passe. Il part de science de l'équilibre universel. C'est ça. C'est vraiment fondamental chez lui. Il dit qu'elle réunit ce que la philosophie peut avoir de plus certain et ce que la religion a d'infaillible et d'éternel. Rien que ça. Aïe, quand même. Et il utilise beaucoup de symboles pour illustrer ça, non? Le chiffre 4, le sphinx. Tout à fait. Et surtout les deux colonnes Jacquine et Boaz. Pour lui, elles représentent l'antinomie, la dualité nécessaire. Euh, la rigueur et la miséricorde, la science et la foi. Deux forces opposées, mais qui doivent être en équilibre pour que l'édifice tienne, en quelque sorte. Précisément, c'est la condition même de la stabilité, de la vraie connaissance, selon lui. Pas d'équilibre, pas de science, pas de vraie magie. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept fascinant et un peu étrange peut-être, la lumière astrale. Qu'est-ce que c'est exactement? Une sorte de fluide cosmique? Ben, c'est un peu l'idée, oui. Il l'appelle l'agent magique universel. C'est une force subtile, invisible, qui imprègne tout. C'est le véhicule de la vie, le réceptacle de toutes les formes, de toutes les pensées. D'accord. Mais elle n'est pas que positive, cette lumière astrale. Ah non, justement, elle a un double visage. Créatrice, oui, mais aussi destructrice si elle est mal dirigée ou mal comprise. C'est là qu'intervient à sa lecture du symbole de Lucifer, le porteur de lumière. Le porteur de lumière, dans un sens ambivalent, j'imagine. Exactement. Cette lumière astrale expliquerait tout en fait. Le magnétisme animal, les visions, l'extase mystique. Mais aussi la folie, les hallucinations, les mauvais miracles, les phénomènes de table tournante, tout ça, il met ça là-dedans aussi. Oui, il tente d'expliquer les phénomènes médiumiques de son époque par cette lumière. Mais il met en garde constamment contre ces dangers. C'est une force neutre, mais redoutable. Ce qui nous amène logiquement à la distinction qu'il opère entre la haute magie et la gothie, la sorcellerie. C'est une différence morale avant tout. Oui, et une différence d'intention et de méthode. La haute magie, c'est la quête de sagesse, de connaissance de soi, d'équilibre. C'est le grand œuvre, mais appliqué à l'âme. Ça demande une volonté ferme, une intelligence claire. Et la gothie alors? Pour Lévi, c'est l'inverse. C'est la magie au service des passions basses, de l'ignorance, du chaos. Il parle d'empirisme de la fatalité. C'est utiliser ses forces sans les comprendre pour des buts égoïstes ou destructeurs. Il donne des exemples concrets. Oui, il cite des figures comme Médée ou Gilles de Laval. Pour lui, ce sont des exemples des dangers terribles de cette voie. La folie, la déchéance, ce qu'il appelle le vampirisme psychique. Bon, ça fait froid dans le dos. On comprend mieux l'importance de la maîtrise et de la connaissance. Et tout ça, il l'inscrit dans une histoire, une tradition cachée. Absolument. C'est un des aspects majeurs du livre. Il retrace une filiation initiatique qui commencerait avec Hermès Trismégiste, qui passerait par Moïse, Orphée, Pythagore, les maîtres de la Kabbale. Une sorte de transmission secrète du savoir. Voilà. Il réinterprète l'histoire de certains groupes, comme les Templiers par exemple. Il leur prête un but secret, la reconstruction du temple de Salomon, mais sur un plan symbolique, et un lien avec un christianisme plus ésotérique. Intéressant. Et il parle aussi de figures plus proches de son époque. Oui, Cagliostro, le comte de Saint-Germain, il les voit comme des maillons de cette chaîne détenteurs de secrets, d'élixirs de longue vie, d'alchimie. Il analyse même la Révolution française ou Napoléon à travers ce prisme occulte. Waouh! C'est une lecture très particulière de l'histoire. C'est le moins qu'on puisse dire, tout converge chez lui. Et ça nous mène à son but ultime, si j'ai bien suivi, une grande réconciliation. Exactement. La grande synthèse. C'est vraiment ça son projet. Réconcilier la science et la foi, ces deux colonnes qui pour lui doivent soutenir ensemble l'édifice du savoir.
Il n'aimait ni le matérialisme pur, ni le mysticisme débridé, en fait. Non, il critiquait les deux. Le matérialisme qui nie l'esprit et le mysticisme qui fuit la raison. Il prône une voie médiane, une raison éclairée par la foi, mais une foi comprise dans sa profondeur symbolique, universelle. Une hiérarchie du savoir aussi, une sorte d'âge d'or de la connaissance à retrouver. C'est un peu ça, retrouver un absolu, une compréhension unifiée qui mettrait fin à la division, à la stupidité ambiante, comme il dit parfois un peu abruptement. Donc si on résume, Histoire de la magie, c'est bien plus qu'une histoire. C'est une proposition de clé universelle. C'est tout à fait ça. Une clé pour comprendre les lois cachées de l'univers, pour relier le visible et l'invisible, le passé et l'avenir. La magie, pour lui, c'est la science suprême de ces lois. Une vision du monde où la maîtrise de soi et la connaissance mènent à une forme de pouvoir total presque. Un pouvoir sur soi-même avant tout, et une compréhension profonde. Il pensait sincèrement offrir la clé des choses cachées depuis le commencement du monde. C'est ce qu'il écrit. Impressionnant. Et ça nous laisse avec une question, peut-être. Au-delà de la validité scientifique de ces théories, aujourd'hui on peut en discuter bien sûr, Oui, évidemment. mais cette quête acharnée d'une clé unique, d'une explication totale, qu'est-ce que ça révèle sur notre besoin très humain finalement, de trouver un sens, une cohérence dans l'univers, et notre place dedans? Une bonne question pour terminer. Trouver un sens unifié au cosmos. Voilà, c'est peut-être ça l'écho le plus durable de Lévy. Une réflexion à emporter avec soi.